Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Pour ce nouvel épisode, le premier de l'année, je vais parler fleurs avec Marie Saulnier, la fondatrice d'Atelier Aimé. Alors j'avais très envie de rencontrer Marie, car elle fait partie de ces nouveaux fleuristes qui ont réinventé le marché à travers leur offre et la manière dont ils travaillent. Aujourd'hui, c'est dans son atelier au fond de son jardin que Marie compose ses créations, qu'elle propose à la vente sur son site internet atelier-aimé.com, le tout dans une démarche engagée. Mais Marie n'a pas toujours été fleuriste, et c'est en suivant son mari avec leurs enfants à Nantes qu'elle abandonne son poste dans la parfumerie pour se lancer à son compte. C'est de tout cela dont nous allons parler dans cet épisode. Et vous le verrez, au-delà de sa personnalité très attachante, Marie est naturelle et inspirée, à l'image de ses créations. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, eh bien laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous laisse avec Marie et je vous souhaite une très belle écoute. Hello Marie. Bonjour. Merci de me recevoir dans ta jolie maison atelier dans laquelle tu confectionnes tes bouquets et également toutes les décorations florales que tu crées pour des événements comme des mariages. Écoute, je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ton interview. Déjà parce que je trouve que tes créations sont très belles et aussi parce que tu travailles dans une vraie démarche engagée. Et notamment grâce à toi, j'ai découvert plein de choses sur le marché de la fleur. Et du coup, je voulais qu'on commence par là aujourd'hui. Puisque, donc, je m'explique, sur ton site atelier-aimé.com, sur ton site internet, tu tiens un journal en ligne. Oui. Et du coup, je suis tombée sur un article que je trouvais très intéressant sur la provenance des fleurs dans les bouquets. Et je voulais qu'on parle de ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les coulisses de ce marché ? Oui, tout à fait. Déjà, pour commencer, je dirais, il y a un chiffre qui est parlant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a 9 fleurs sur 10 qui sont vendues en France qui sont importées. Déjà, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça et c'est très, très parlant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché de la fleur, aujourd'hui, c'est un marché qui est mondialisé et qui est dominé par la Hollande, qui est la plateforme, en fait, la plaque tournante du commerce de fleurs. Donc, pour faire court, en gros, toutes les fleurs qui sont produites un peu partout dans le monde, elles passent par la Hollande où elles sont cotées sur une espèce de marché de vente aux enchères et ensuite elles repartent dans les différents pays dans lesquels elles sont commercialisées. Donc la première conséquence de ça, c'est que les fleurs, en fait, quand vous allez les acheter chez votre fleuriste, elles ont entre 8 et 10 jours dans la vue, parce qu'il y a tout ce process qui a lieu entre-temps. Et au-delà de ça, qui dit marché mondialisé, il y a aussi des conséquences forcément sur la façon dont ces fleurs sont cultivées, qui sont loin d'être négligeables. Notamment d'abord des conséquences écologiques par rapport à un bilan carbone, puisque qui dit commerce mondialisé dit que ces fleurs ont fait des kilomètres, voire des milliers de kilomètres pour parvenir jusqu'à vous. Donc ça, c'est des fleurs qui vont voyager en avion cargo réfrigéré, qui vont avoir parcouru beaucoup de kilomètres et en plus, le problème n'est même pas si simple parce qu'on pourrait penser que si les fleurs viennent de moins loin, elles ont un bilan carbone qui est moins important, mais c'est même pas le cas parce que par exemple des fleurs qui sont produites sous serre chauffée en Hollande, ça a été prouvé dans une étude que elles ont un bilan carbone qui au final est plus élevé que des fleurs qui ont été produites au Kenya. Donc le problème, il est vraiment complexe, il est assez, c'est pas simple de s'y retrouver. Mais pour donner un ordre de grandeur, une botte de fleurs qui a voyagé par avion, c'est le même bilan carbone qu'un trajet Paris-Londres en avion, pour une botte de roses. Donc ça donne un petit peu un ordre de grandeur de ce qu'on parle en termes de bilan carbone. Ensuite, c'est quoi ? C'est aussi une forte consommation d'eau. Donc, dans certains pays, ça veut dire que c'est aussi des ressources qui sont utilisées pour ces cultures-là et qui sont faites certainement au détriment d'autres besoins. C'est aussi évidemment un usage des pesticides qui est loin d'être négligeable puisque c'est beaucoup moins réglementé que pour l'alimentaire. Donc il y a beaucoup de produits qui sont pas autorisés en Europe mais qui sont utilisés largement dans d'autres pays et qu'on retrouve sur les végétaux qui sont importés. Donc conséquences écologiques, mais aussi sur les gens qui les manipulent, donc les gens qui les cultivent, mais aussi en fin de chaîne les fleuristes qui travaillent avec ces fleurs toute la journée parce que c'est des produits qui sont loin d'être négligeables. Et puis après, puisqu'on parlait de la main d'œuvre de ceux qui cultivent les fleurs au départ, dans ces pays-là, il y a quand même souvent des normes sociales qui protègent un petit peu moins les gens qu'en Europe. Donc c'est des emplois qui sont souvent très précaires, avec une main d'œuvre qui est souvent très féminine et avec des conditions de travail qui sont loin d'être parfaites. Donc ça pose quand même pas mal de questions sur la façon dont ces fleurs arrivent jusqu'à nous.
Ok. Et aujourd'hui, on pense souvent que les fleurs sont chères. Est-ce que c'est tout ce circuit qui justifie leur prix élevé? Oui, alors déjà, effectivement, on dit les fleurs sont chères. Faut voir de quoi on parle, parce que la première chose, c'est effectivement la matière première en elle-même est chère. Que ce soit une fleur de produit, enfin une fleur qu'on achète chez un producteur ou qu'on achète via la Hollande, la matière première en elle-même, c'est une matière première qui est quand même relativement onéreuse. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les fleurs, on parle de quoi? On parle d'une matière première qui est éphémère et qui est fragile. Donc forcément, quand on est sur ce type de matière première périssable, il y a évidemment des pertes qui sont loin d'être négligeables. Donc on sait que moi je sais que par exemple sur un mariage, je vais toujours prendre entre 15 et 20% de plus de fleurs que ce dont j'ai réellement besoin pour couvrir les pertes que je vais avoir. Donc c'est quand même loin d'être négligeable en quantité. Donc forcément, ça se répercute après sur le prix qui est facturé au client. Et après, tout simplement, c'est aussi parce que fleuriste, c'est pas juste vendre des fleurs telles quelles. Enfin, en tout cas, comme la façon dont moi j'exerce mon métier, c'est pas juste ça. C'est que moi, je vends pas juste des fleurs, je vends aussi tout mon travail autour. Et il se passe quand même quelques petites étapes entre le moment où les fleurs arrivent dans mon atelier et le moment où je les vends aux clients. Et donc, c'est aussi ça qui justifie le prix des fleurs, parce qu'il y a toute la partie, tout le travail qui va être fait en amont, d'échange avec les clients, de création des devis, de créer des structures, enfin voilà, de vraiment créer le projet de A à Z. Toute la partie un petit peu pas très glamour du métier, qui est de remplir des seaux d'eau, nettoyer ses fleurs et tout ça, ça paraît anecdotique, mais ça demande beaucoup de temps, mine de rien. Donc c'est du temps forcément qui influe sur le prix. Tout ce qui est les vases, tous les contenants, tout le matériel qu'on doit avoir, qu'on doit stocker, tout ça. Et puis toute la partie, le temps qu'on passe le jour J pour une installation, tout ce temps-là, ça se justifie. Donc voilà. Ouais. On va revenir justement sur la manière dont tu travailles, mais avant, je voudrais juste qu'on reste un tout petit peu sur cette histoire de marché des fleurs, parce que en fait, dans ton article, tu parles d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Slow Flower. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est? Justement, en fait, voilà, ça fait écho à ce que tu disais par rapport aux producteurs français. En fait, mouvement Slow Flower, tout simplement, c'est quoi? C'est vraiment la transcription au niveau des fleurs du mouvement Slow Food qui a émergé dans les années 2000. Et en gros, c'est un mouvement qui milite pour une horticulture qui est plus responsable, locale et respectueuse des saisons et de la nature. Et donc voilà, c'est un mouvement de fond justement qui va promouvoir une fleur un peu plus éthique et un petit peu plus en lien avec la nature. Parce que là, ce que j'ai expliqué au début sur le circuit de la fleur importée, on montre que là, on est dans un produit qui au final n'a plus rien de naturel, quoi. On est sur quelque chose qui a voyagé dans des frigos pendant des jours. Enfin, on est très très loin de la nature quand même. Donc là, c'est un petit peu une volonté un retour aux sources. Et du coup, en France, c'est le collectif de la fleur française qui va se faire un peu le porte-voix de ce mouvement. Et le principe du collectif, c'est déjà de promouvoir un petit peu tous les acteurs de ce mouvement et de communiquer là-dessus et de donner de référencer un petit peu tous les fleuristes et les producteurs qui sont engagés dans cette démarche de production et d'utilisation de fleurs françaises. Oui, c'est ça, parce que j'allais te poser la question, quand tu es engagé dans ce collectif, ton engagement du coup, est de cultiver et travailler de la fleur française, c'est ça? En tant que fleuriste, l'engagement, c'est d'utiliser un minimum de 50% de fleurs françaises tout au long de l'année. Donc, sachant que, pour référentiel, je le répète, en moyenne, dans les fleuristes classiques, c'est 90% de fleurs importées. Donc déjà, quand on passe à 50%, c'est déjà un sacré gap. Ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça quand on ne connaît pas le marché, mais quand on connaît un petit peu avec les chiffres que j'ai pu donner au début, 50% de fleurs françaises, c'est déjà une démarche, c'est déjà un engagement qui est fort par rapport à la filière. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on importe autant de fleurs en fait? Y a plein de raisons pour ça. Donc je disais, il y a déjà d'un point de vue logistique, mais c'est surtout qu'en fait, moi aujourd'hui, je parle vraiment pour moi, c'est compliqué en fait de s'approvisionner en fleurs françaises. C'est pas juste une question de dire demain, moi je veux faire du 100% fleurs françaises. Encore faut-il pouvoir le faire. Donc le problème aujourd'hui, c'est que selon là où on est installé, il n'y a pas forcément beaucoup d'offres. Donc il y a vraiment un problème d'offres, à la fois en termes de quantité et de qualité. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment mon problème aujourd'hui. Quand je dis qualité, c'est que il n'y a pas assez de variétés, pas assez de couleurs différentes et de couleurs intéressantes d'un point de vue créatif. Et donc moi, aujourd'hui, ne serait-ce que pour cet aspect-là, aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas travailler en 100% fleurs françaises parce que je ne trouve pas assez de choses pour faire ce que j'ai envie de faire. Et après, voilà, il y a aussi, je parlais de la logistique.
La raison pour laquelle les Hollandais sont aussi forts aujourd'hui, c'est qu'ils ont des systèmes de commandes et tout ça qui sont tellement simples que, franchement, je comprends les fleuristes qui n'ont pas envie de se prendre la tête parce que là, moi, aujourd'hui, je vais passer une commande de fleurs, je vais passer mais des heures dessus parce qu'il faut que j'aille contacter chaque producteur indépendamment pour aller commander. Et puis, ils ont tous des jours différents. Et puis, des fois, ils répondent, c'est pas leur métier non plus de mettre leur stock à jour et d'envoyer des photos. Donc, honnêtement, il faut vraiment avoir la foi et être motivé pour travailler en direct avec les producteurs. Et après, il y a aussi une question aussi de saisonnalité. C'est que, par exemple, si moi, à la Saint-Valentin, j'ai envie de vendre des roses rouges, bah forcément, je ne vais pas travailler en local parce que des roses rouges en février, en France, il n'y en a pas parce que ce n'est pas la saison. Donc, à partir du moment où on veut travailler des fleurs qui sont pas de où on veut commercialiser des fleurs qui ne sont pas de saison, c'est que forcément, on va passer par des circuits d'importation et pas en local. Il y a des périodes plus propices à l'achat de certaines fleurs. Est-ce que tu parles de saisonnalité? Alors, il y a des saisons. J'ai souvent, surtout les mariés, j'ai souvent des questions. Mais oui, en hiver, il y a des fleurs. Mais oui, il y a des fleurs et même en local, il y a des très belles fleurs à toutes les saisons. Après, évidemment, il y a si vous voulez des pivoines, en décembre, non, c'est plus la saison. Mais après, il y a une saisonnalité, mais qui pour moi fait partie justement du charme des fleurs, c'est de se dire les élébores, là c'est en ce moment, mais après dans un mois c'est fini et on les retrouve pas avant un an. Donc ça c'est aussi un truc qui fait partie du charme. Après, il y a quand même une notion de saisonnalité par rapport au prix. Là, je parle plus justement par rapport au marché hollandais. Par exemple, allez vous marier le week-end de la Saint-Valentin ou le week-end de la Fête des Mères, c'est pas forcément le meilleur plan parce que justement, c'est des périodes sur lesquelles la demande est très très forte en fleurs et donc forcément les coûts de matières premières sont beaucoup plus élevés. C'est vraiment c'est vraiment l'offre et la demande, quoi. Donc donc il y a quand même il y a des petites choses comme ça qui font que justement le prix n'est pas fixe sur l'année de cette matière première. Donc voilà. Ok, et justement là on est en hiver, donc on enregistre dans le mois de décembre, je pense que ton épisode sera diffusé en janvier. Quelles seraient les fleurs que tu me conseillerais d'acheter en ce moment? Là, en ce moment, en local, on va pouvoir trouver des renoncules, des anémones. On a des tulipes qui peuvent commencer un petit peu. Il y a le mimosa qui arrive. Le genêt. Enfin, il y a plein. Honnêtement, il y a plein de très belles fleurs à toutes les saisons. C'est vraiment. Et alors, si on revient à toi, comment est-ce que tu travailles chez Atelier Aimé? Est-ce que tu nous parlerais un petit peu de ta démarche, de ton... donc moi justement, je fais partie du collectif dont je parlais juste avant, collectif de la fleur française. Donc j'ai cet engagement d'utiliser 50% de fleurs françaises dans mes bouquets. Donc concrètement, comment ça se passe? En gros, quand je vais passer une commande de fleurs, je vais commencer par voir ce que je peux trouver chez mes producteurs. Donc ça va représenter entre 40 et 100% des fleurs que j'utilise. Ensuite, je complète avec de la glane. Donc c'est-à-dire que je vais cueillir moi-même dans la nature pas mal de choses qui me servent dans mes compositions. Ça représente, on va dire, entre 10 et 100% de ce que j'utilise selon les besoins et selon ce que je fais. Et ensuite, je vais compléter avec du coup des fleurs importées en fonction de ce dont j'ai besoin, des couleurs et tout ça. Quand tu travailles dans cette démarche éco-responsable, est-ce que c'est pas finalement un peu un frein à ta créativité? Je vais être très franche, pour moi, oui. Et justement, je parlais tout à l'heure par rapport pourquoi c'est si difficile de se fournir en fleurs françaises. Moi, clairement, mon gros handicap aujourd'hui, c'est le frein à la créativité. C'est vraiment la première chose qui me bloque sur le fait de ne pas pouvoir aller plus loin pour le moment dans cette démarche. C'est que je ne veux pas sacrifier pour autant ma créativité. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, si je travaillais en 100% fleurs françaises, je serais vraiment très, très limitée en termes de choix, de couleurs, de textures, de type de fleurs. Et aujourd'hui, je souhaite pas avoir cette limite. Donc, j'essaye de faire... C'est pour ça, moi, je suis un petit peu au milieu. J'essaye de faire au mieux avec ce que je peux trouver. Mais j'ai pas aujourd'hui la possibilité je pourrais pas exprimer ma créativité de façon libre en travaillant 100% fleurs françaises. Donc c'est vraiment donc c'est pour ça que je pense que pour répondre à ta question, oui, c'est un frein. Ça peut être un frein parce que si on s'engage à 100% dans cette démarche, forcément ça limite drastiquement la palette. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres engagements que tu prends pour assurer du coup cette démarche éco-responsable ? Oui, parce que donc ça, évidemment, c'est un aspect. Le choix des fleurs, c'est un premier pôle, on va dire, très important dans cette démarche. Après, de façon plus globale, moi, j'ai depuis le début une démarche zéro déchet en fait dans la façon dont je travaille. Déjà tout bêtement dans la façon dont je traite mes déchets, je trie je vais composter mes déchets verts, tout ça. Mais aussi, je n'utilise pas de mousse florale, donc je sais pas si ça parle à tout le monde. Alors, est-ce que tu peux justement nous expliquer ce que c'est ? C'est les petits blocs de mousse verte super sexy qu'on trouve dans beaucoup de compositions. Et en fait, c'est un matériau qui sert dans lequel on vient piquer les fleurs et qui sert d'une part de support et de moyen d'hydratation, puisque c'est une mousse hydrophile, donc qui retient l'eau. Mais il faut savoir que c'est ni plus ni moins que du plastique. C'est vraiment quelque chose qui est pas du tout ni très naturel et encore moins biodégradable. Sauf que concrètement, ça se retrouve où ? Ça se retrouve à la poubelle ou pire, ça se retrouve dans les canalisations et ça part dans les océans et ça contribue à aggraver encore plus le problème de pollution, de pollution des eaux qu'on connaît tous. Sachant qu'en plus, voilà, c'est vraiment un matériau. En fait, on nous apprend quand on a une formation classique type CAP, on va nous apprendre à travailler là-dedans sans forcément trop expliquer qu'il y a des alternatives, alors qu'il y a des alternatives qui ne sont pas plus contraignantes. Et donc, moi, j'ai fait le choix depuis le début de travailler sans ce matériau. Et donc, tous mes décors, toutes mes compositions sont travaillées avec des structures qui sont 100% réutilisables ou recyclables. Ok. Quand tu dis réutilisable, c'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'en fait, une fois que par exemple sur un mariage, je vais faire un décor de cérémonie. Une fois que la cérémonie est terminée, toutes les fleurs, on les récupère. Donc, ce que les mariés récupèrent pas, ça part au compost. Donc, ça part pas, voilà. Et toute la partie structurelle en dessous qui permet de tenir les fleurs, c'est des choses que je réutilise d'un mariage sur l'autre. Donc, il y a rien qui part à la poubelle. Au final, il y a vraiment rien qui part aux déchets, à la poubelle normale, si je puis dire, à la fin de l'événement. Qu'est-ce que tu fais des fleurs que tu ne vends pas et justement des pertes que tu peux avoir ? Le compost, c'est vraiment la dernière étape, on va dire, parce qu'entre-temps, j'essaye... Alors, déjà, de base, moi, j'ai un fonctionnement... moi, je suis en atelier, j'ai pas de boutique. Donc, déjà, ce fonctionnement, ça fait aussi partie de ma démarche, puisque en fait, je fonctionne sans stock. Je travaille en flux tendu, donc je n'achète que les fleurs dont j'ai besoin pour mes commandes. Donc déjà, ça m'évite d'avoir des pertes et d'avoir des fleurs que je jette. Parce qu'en boutique, c'est quand même malheureusement... on a besoin... Enfin, il y a un taux de perte qui est beaucoup plus élevé parce que il faut avoir la boutique remplie pour donner envie aux gens de rentrer. En atelier, j'ai pas cette contrainte, donc ça me permet d'avoir une gestion des stocks beaucoup plus raisonnée et d'avoir très peu de pertes. Mais du coup, les quelques surplus que je vais avoir, tout simplement, je vais les faire sécher, je vais les donner, voilà. Et en dernier recours, si vraiment j'ai trop de choses, je composte. D'accord, voilà. ok. Mais j'ai assez peu j'ai au final très rarement de surplus, quoi, tout simplement. Et est-ce que c'est l'unique raison pour laquelle tu as choisi de travailler en atelier ? Non, c'est pas l'unique raison. C'est une des raisons, mais c'est pas la seule. La première, c'est tout simplement que je pense que c'est une question de tempérament. Moi, je me vois pas, j'ai pas le tempérament à être dans une boutique avec des horaires fixes et à devoir attendre le client. J'aime beaucoup la liberté que me permet l'atelier, le fait de pouvoir organiser un petit peu mes semaines comme je le souhaite. Et puis du fait que moi je savais aussi dès le départ que je voulais vraiment mettre l'accent sur tout ce qui était événementiel et les mariages en particulier. Forcément, en boutique, c'est plus contraignant parce que faire des mariages quand on a une boutique, ça veut dire qu'il faut forcément avoir quelqu'un pour être là les week-ends parce qu'on ne peut pas se dédoubler. Donc moi, ça me paraissait vraiment plus simple d'être en atelier. Et voilà, moi, j'ai l'atelier au fond du jardin de ma maison. C'est quand même très pratique et très confortable et ça me convient bien. Mais c'est quelque chose que tu avais vu au préalable ou ça t'est venu, c'est une idée que tu as eue Alors, en réfléchissant des fleuristes en atelier, il y en avait déjà quelques-uns quand je me suis lancée. Ça commençait. Maintenant, c'est de plus en plus courant, mais c'est vrai qu'en général, ça va être quand même souvent des fleuristes un peu comme moi qui justement c'est souvent lié avec le métier de fleuriste événementiel, parce que justement, quand on fait du mariage, on n'a pas forcément besoin d'une boutique. Donc, il y a beaucoup de fleuristes événementiels qui n'ont pas de boutique et qui travaillent en atelier. Donc, il y a un peu tous les profils, mais voilà. Mais en tout cas, c'est important de faire la différence. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes en ce sens des gens parce que
c'est vraiment deux métiers différents en fait. C'est comme si on compare c'est comme de comparer un traiteur et un restaurateur. C'est ok, on travaille la fleur, mais c'est deux métiers qui sont complètement différents dans la façon justement de travailler les fleurs, dans la façon de communiquer, dans la façon de vendre nos produits, dans la façon de calculer nos coûts aussi. Enfin, c'est vraiment deux business models qui sont très différents. Donc c'est important de pas tout mettre ensemble parce que c'est deux métiers différents. Ouais. Et parce qu'initialement, toi, tu voulais travailler uniquement pour des événements et pour des mariages ou je savais que c'était une des parties, un des axes qui m'intéressait. Après, moi, dès le début, je savais aussi que j'avais pas envie d'être je voulais avoir quelque chose d'assez diversifié quand même parce que du coup les mariages c'est quand même très saisonnier et moi j'avais envie d'avoir quand même des choses qui puissent entre guillemets m'occuper tout au long de l'année parce que je suis un petit peu hyperactive donc là aujourd'hui voilà, entre les mariages, ce que je fais sur les fleurs séchées, les abonnements, les formations, mine de rien ça me donne une activité qui est assez régulière, intensivement régulière on va dire tout au long de l'année, donc ça me convient bien. On va parler des formations parce que donc outre cette activité de création de bouquets, outre cette activité d'événementiel, de mariage, de décoration des mariages, tu as donc cette partie formation. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, nous raconter comment cette idée t'est venue Et en fait, donc c'est assez récent les formations. J'ai lancé ça là au mois de mai. En fait, c'est venu un peu par hasard parce que en fait c'est parce que j'ai eu de plus en plus de demandes en ce sens, de personnes qui m'ont contacté pour me demander voilà si je proposais ça. C'est vrai que voilà, tu parlais tout à l'heure du journal sur mon site. Moi, j'aime beaucoup parler de mon travail, expliquer les choses. Donc j'avais fait un article sur mon parcours, sur ma reconversion pour expliquer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que je reçois régulièrement des demandes à ce sujet. Donc, je me suis un peu dit au printemps, mais allons-y, on se lance et puis on verra bien ce que ça donne. Et j'étais la première surprise de voir qu'il y avait vraiment une vraie demande parce que en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier de fleuriste n'est pas réglementé dans le sens où aujourd'hui, n'importe qui peut s'installer comme fleuriste. Il n'y a pas d'obligation de diplôme. Mais le seul diplôme officiel qui existe aujourd'hui, c'est le CAP. Sauf que le CAP, le référentiel, donc le programme, il a pas ou très très peu évolué depuis très longtemps. Donc il a une image et qui n'est pas qu'une image. Il a un contenu qui est quand même très vieillot et qui est très très peu qui est trop peu en adéquation avec justement les attentes que peuvent avoir les fleuristes qui se lancent aujourd'hui. Et je parlais tout à l'heure justement du travail sans mousse florale. Typiquement, c'est quelque chose sur lequel il y a vraiment une demande d'apprendre à travailler de cette façon. Et justement, les gens cherchent des formations un peu différentes parce qu'ils savent que c'est pas en CAP qu'ils vont pouvoir se former là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je propose dans mes formations. Donc moi, je fais uniquement des formats en one-to-one, donc personnalisés, où le contenu est vraiment fait sur mesure en fonction de chaque stagiaire pour vraiment essayer d'aller cibler au mieux en fonction des besoins et des attentes de chaque personne. Et toi, comment est-ce que tu gères tes différentes activités alors ? Je jongle, on va dire. Ça dépend des périodes. On va dire que forcément pendant la saison des mariages, c'est toujours un petit peu plus intense parce que il y a beaucoup de choses en même temps. Mais je répartis un petit peu les choses en fonction des périodes de l'année. Mais non, je jongle un petit peu au jour le jour. Je suis pas trop, je suis un petit peu dans l'improvisation. Je planifie pas grand chose. Alors, j'ai parlé un peu communication parce que je trouve que tu as une vraie identité qu'on retrouve dans tes créations, donc dans tes bouquets de fleurs, dans tes créations florales, mais aussi dans ta communication sur ton site internet et sur tes réseaux sociaux. Et je me demandais si c'était important aujourd'hui d'avoir une identité forte, une forte image de marque dans cet univers. Oui, je pense que surtout quand on est en atelier comme moi, concrètement, le site internet, les réseaux sociaux, c'est notre vitrine. C'est ce qui doit donner envie aux gens de passer la porte et de venir nous voir pour nous commander quelque chose. Donc, on est obligé. Enfin, c'est très compliqué je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de réussir dans ce métier-là si on n'a pas une communication qui est bétonnée derrière parce que justement, il y a aujourd'hui, on peut pas se permettre d'avoir des photos de mauvaise qualité, d'avoir, c'est malheureusement, les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, tout est tiré vers le haut en termes de qualité. Donc ça nous pousse à faire du mieux qu'on peut. Mais oui, je pense que forcément c'est nécessaire aujourd'hui pour
pour réussir. Comme tu disais, c'est ta vitrine. Ouais. Et comment est-ce que tu définirais ton style ? J'ai fait l'exercice au début où j'ai créé mon activité d'essayer de définir mon style par 3 mots-clés et je m'y tiens encore aujourd'hui et d'ailleurs ça m'aide un petit peu, ça me guide en fait au quotidien à savoir ce que j'accepte ou j'accepte pas comme projet. C'est un peu mon guide et du coup mon style tout simplement je dirais que c'est naturel, sauvage et poétique si je dois résumer en 3 mots. Et tu penses que c'est ce que tes clients apprécient le plus chez toi et ce qu'ils recherchent chez toi ? Alors ça faudrait leur demander, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que la plupart des gens qui viennent, qui me commandent des choses, souvent oui, ils viennent parce que justement ils ont eu le coup de cœur sur mon univers, parce que forcément ça aussi ça fait sens pour beaucoup de gens et ça reste. Ça reste justement encore relativement anecdotique en fait de travailler avec cette démarche dans le monde de la fleur aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a les personnes qui sont dans cette demande, On va parler un peu de ton parcours, Marie, puisque tu n'as pas toujours été fleuriste. Non. C'est une reconversion professionnelle. Est-ce que tu nous raconterais un petit peu ton parcours ? Oui, donc oui, Atelier Aimé, effectivement, c'est un peu ma deuxième vie. Ça fait 3 ans et demi là que j'ai créé mon entreprise. Avant ça, je travaillais pas du tout dans la fleur. Je travaillais dans la création de parfums. Donc j'ai une formation plutôt de chimiste. Enfin voilà, j'ai pas du tout j'ai une formation très scientifique. Donc j'ai travaillé quasiment 10 ans dans le monde de la création de parfums. J'ai travaillé à Shanghai, à Genève, à Paris. Voilà, c'était très chouette. Mais voilà, j'étais arrivée à un moment où clairement je savais que je me projetais pas dans cette vie-là pendant longtemps. donc voilà, du coup il y a eu un petit peu un déclic qui s'est fait et en fait j'ai pas eu trop besoin de réfléchir. Je pense que le métier de fleuriste ça s'est vraiment imposé à moi directement parce que ce qui m'a donné envie de base de travailler dans le monde du parfum c'était les matières premières, c'était les fleurs et ce qui m'a fait quitter le parfum c'était le fait que justement c'était beaucoup trop loin de mon quotidien et que moi j'avais envie vraiment de retourner à la matière première brute et je dis souvent de mettre les mains dans le cambouis, mais c'est vraiment ça, mettre les mains dans la terre et vraiment travailler de mes mains. C'était quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps et je pensais, et ça se confirme aujourd'hui, que c'était ce qui m'apporterait un épanouissement dans le travail et effectivement, je me suis pas trompée. Donc, j'ai bien fait. C'est quelque chose que tu avais en toi depuis toute petite. Tu parles des fleurs, j'ai toujours aimé ça. Après, c'est... Ouais, c'est difficile à savoir d'où ça vient, mais j'ai toujours été assez créative, j'ai toujours aimé bricoler, travailler de mes mains et tout ça. Donc, je pense que vraiment le métier de fleuriste, ça combine un petit peu tout ce que j'aime faire, quoi, le côté, travailler de ses mains, le rapport à la nature et au végétal qui me tient à cœur. Ok. Et donc là, tu te dis, allez, je laisse tomber la parfumerie, j'ai envie de me lancer en tant que fleuriste. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu reprends une formation ? Alors oui, du coup, j'ai fait une formation, je disais tout à l'heure, j'ai fait en fait l'équivalent d'un CAP sur quelques mois. Donc j'ai passé après le CAP en candidat libre. Mais justement, tu travaillais encore à ce moment-là ? Alors j'étais en congé maternité au moment où je venais d'arriver à Nantes, parce que donc on était à Paris avant. Je venais d'arriver à Nantes et je venais de terminer mon congé maternité et j'ai enchaîné par du coup une formation. Et quand j'ai fait cette formation, déjà à l'époque, j'ai tout de suite réalisé qu'il manquait quelque chose, que j'avais pas, que oui, c'était chouette. Pendant cette formation, j'avais pu travailler un peu la fleur, me familiariser un peu avec tout ça, mais clairement, j'en suis sortie en me disant, j'ai pas appris ce dont j'ai vraiment besoin pour faire ce que j'ai dans la tête, en fait, parce que c'était très clair dans ma tête ce que j'avais envie de faire, mais j'avais pas les techniques pour. Et donc, c'est à partir de là aussi où j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur quelles étaient les alternatives qui existaient et que j'ai commencé à découvrir les autres façons de se former, notamment tout ce qui est justement workshop et formation un petit peu alternative. Et donc, j'ai complété ma formation par des workshops de ce type. Et voilà. Et du coup, ça fait 3 ans et demi que j'ai lancé Atelier Aimé. D'accord, parce que oui, tu as terminé ta formation et tu as lancé tout de suite ton activité. Alors, j'ai eu ma 3e fille entre-temps, donc j'ai eu un petit congé maternité qui s'est intégré au milieu. Mais oui, du coup, en gros, j'ai passé mon CAP et 1 an après, je me suis lancée. Ok. Le temps de créer ton statut, j'imagine. Oui, disons que ça m'a permis d'avoir le temps aussi de faire les choses posément, de prendre le temps de faire mon business plan, tout ça de façon...
pas précipiter et de vraiment poser les choses, mais je dois avouer que j'avais un petit peu des fourmis j'avais un petit peu des fourmis dans les jambes et j'avais hâte c'est horrible de dire, je vais faire mère indigne de dire ça, mais j'avais hâte que mon congé maternité se termine pour pouvoir enfin me lancer et y aller, parce que ça me tenait vraiment à cœur de lancer ce projet. Bon, tu feras jamais écouter ce podcast à ta fille. Ouais, bon. Je me pardonnerai. Et je reviens sur quelque chose que tu disais, parce que je trouve ça intéressant. Tu disais, bon, bah voilà, j'ai fait cette formation et tout de suite, j'avais envie de faire les choses différemment. Et donc, je me suis pas retrouvée dans l'intégralité de cette formation. Et c'est pour ça que tu as eu ce besoin de te former aussi de manière alternative. Je trouve ça intéressant parce que du coup, tout de suite, tu t'es dit, je vais faire fleuriste et je vais travailler différemment des fleuristes ordinaires. Je savais dès le départ que je voulais être sur un modèle atelier. Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc je savais que forcément, modèle atelier, c'est très différent de la boutique. Or, en CAP, on nous formate, entre guillemets, sur le modèle boutique, puisque c'est le modèle le plus commun. Mais donc, du coup, voilà, il y a plein de choses, en fait, qui me manquaient, parce que, au-delà de l'aspect technique dont je parlais tout à l'heure, de travailler sans mousse, par exemple, il y a aussi, voilà, tout l'aspect, quand on travaille en atelier, et encore plus quand on travaille principalement sur l'événementiel, il y a quand même plein de choses importantes à savoir et dans la façon de travailler qui sont très différentes de ce qu'on va pouvoir nous apprendre dans une formation classique. Donc voilà, moi j'ai le sentiment que tout ça, je l'ai appris de façon alternative par d'autres types de formations que ma formation CAP. Alors, avant que Atelier Aimé soit créé, est-ce que tu as eu des moments un peu plus durs, des moments de découragement, ou est-ce que au contraire, tout le projet a été galvanisant et que tout s'est très bien déroulé? Je pense que comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, des moments où on se dit... mais en fait, moi, j'ai essayé de pas trop me prendre la tête dans toute la phase où je pensais à ce projet. J'étais vraiment guidée. Mon leitmotiv, ça a été de dire mieux vaut des remords que des regrets. Je me suis dit ça tout le long parce que je voulais pas... me mettre des bâtons dans les roues toute seule, en fait, à me mettre trop la pression. Et donc, j'y suis allée vraiment sans pression et en me disant que l'avantage aussi de me lancer un atelier, c'est que je prenais très peu de risques financièrement, puisque j'ai commencé, j'étais dans mon arrière-cuisine. Enfin, voilà, en termes d'investissement de départ, on était quand même assez limité. Donc, voilà, j'étais vraiment à me dire, je risque pas grand-chose. Donc bon, allons-y, essayons de faire les choses bien et puis on verra si ça marche ou si ça marche pas. Et puis je suis contente, c'est que ça, pour le moment, ça marche bien, donc tant mieux. Mais ouais, non, vraiment, je sais que j'aurais énormément regretté de pas aller jusqu'au bout et de me dire oh non, j'y arriverai pas. Je m'en mordrai encore les doigts aujourd'hui, je pense, clairement. Au départ, tu travaillais dans ton arrière-cuisine ? Oui. J'avais ma machine à laver à côté. C'est très vendeur de dire ça, mais voilà, j'ai commencé comme ça, donc ça fait. Mais alors, comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître au début ? J'ai commencé petit, comme beaucoup. En plus, voilà, moi pour le coup, j'ai démarré. J'étais pas du tout une utilisatrice des réseaux sociaux avant de créer mon entreprise, donc je partais vraiment de zéro. Mais bon, j'ai fait petit à petit. Je saurais pas vraiment dire comment ça a démarré. Je pense qu'il y a aussi beaucoup le réseau humain en fait qui fait pour beaucoup, parce que j'ai eu la chance de pouvoir assez vite rencontrer des personnes hyper chouettes dans le monde du mariage, dans le monde des créateurs, dans la région, et ça m'a, je pense que tout ça, forcément, ça contribue aussi à créer, à générer un petit peu de comment dire, de communication, oui, voilà, de ton projet, en fait, c'est ça, et puis de se faire connaître et de se créer des réseaux et du coup de créer des projets qui vont. Et tout de suite, t'as pensé à vendre tes produits sur ton site internet, ou t'es pas passé par d'autres marketplaces, tu vois, je pense à Etsy, typiquement pour les. Si, justement, mais en fait, ma boutique, le lien, la boutique, en fait, ma boutique, elle est hébergée sur Etsy. Donc, moi, j'ai ma boutique en ligne de fleurs séchées sur Etsy. Et parce que moi ça me va très bien en fait, justement, d'avoir une marketplace de ce type. Je trouve que c'est parfaitement adapté par rapport aux produits que je vends. Et oui, donc en résumé, t'as ton site qui est en fait ton site vitrine. Oui, voilà, moi j'ai mon site vitrine qui présente mon travail sur notamment tout ce qui est mariage, les abonnements de fleurs que je peux faire sur Nantes et sa région. Et du coup, voilà, la boutique en ligne, effectivement. Si on veut basculer sur de l'achat de bouquets de fleurs, on passe sur ta boutique en ligne qui est hébergée sur Etsy.
C'est Ok, ça. très clair. Et comment est-ce que tu as choisi ton nom, Atelier Aimé? Tout simplement, Aimé, c'est l'anagramme de Marie, mon prénom. D'accord. Donc ouais, en fait, je sais pas, c'est pareil, je me rappelle plus trop d'où ça m'est venu, mais ça faisait partie des premières choses que j'ai quand je commençais à réfléchir à tout ça. J'ai assez vite trouvé le nom parce que ça faisait sens en fait. Parce que je trouve que aimer, c'est quand même en général quand on offre des fleurs ou qu'on reçoit des fleurs, c'est quand même toujours un petit peu on parle toujours d'émotion quand même quelque part, donc je trouvais que c'était approprié. Et quels sont tes projets pour Atelier Aimé? J'ai pas la folie des grandeurs, hein, très sincèrement. Je suis pas quelqu'un de très. J'ai juste envie de continuer comme ça marche aujourd'hui, de continuer à me faire plaisir en faisant ce que je fais aujourd'hui. Après, voilà, j'espère pouvoir bientôt. Donc, t'as vu mon jardin tout à l'heure. J'espère pouvoir un petit peu bientôt l'améliorer pour pouvoir faire pousser quelques fleurs que justement je pourrais utiliser un peu dans mes bouquets, mais ça viendra. Et parce que du coup, on précise, donc Marie habite une jolie maison nantaise et tu as un grand jardin avec au bout ton atelier. Et donc l'un des projets est de refaire ton jardin comme tu m'expliquais. Et avec une jolie serre d'ailleurs dans ton jardin. Voilà, il y a déjà la serre, donc maintenant il faut plus qu'un petit peu d'huile de coude et de temps et tout ça pour avancer sur le projet. Et en quoi est-ce que monter un projet comme celui-là à Nantes a été un plus pour toi? Alors, je peux difficilement comparer parce que j'ai pas monté d'autres projets avant et ailleurs, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment eu le sentiment parce que voilà, je te disais, moi, je suis arrivée à Nantes il y a 5 ans et donc j'ai commencé à créer quand j'ai commencé à penser à Atelier Aimé, à créer tout ça. Clairement, moi, je connaissais personne. Je suis arrivée, je partais vraiment de zéro, mais en fait, voilà, j'ai vraiment eu le sentiment qu'à Nantes, il y avait vraiment une bonne énergie. Ce que je disais, j'ai eu la chance de pouvoir très vite me faire des contacts et des gens qui aujourd'hui sont bien plus que des collègues dans le milieu du mariage, dans le monde des créateurs nantais. Et je trouve que voilà, il y a vraiment une belle énergie autour de tout ça entre créateurs, entre entrepreneurs nantais. Je trouve que justement j'avais un petit peu peur le côté les gens se tirent dans les pattes, la concurrence, mais en fait je trouve qu'il y a quand même globalement plutôt des choses très bienveillantes et très positives, et c'est ça aussi qui me donne l'envie et l'énergie tous les jours de continuer parce que c'est chouette toutes ces rencontres. Tu penses à une rencontre en particulier? Je pense par exemple Christelle, qui est une très bonne amie, qui est la créatrice du salon L'Atelier Wedding à Nantes et qui a aussi d'autres casquettes, mais que j'ai rencontrée au début d'Atelier Aimé. Et enfin voilà, et donc on partage vraiment aussi toute cette philosophie, puisqu'elle maintenant elle a lancé un blog sur le mariage où justement elle a vraiment le côté communauté qui est très important pour elle. Donc je trouve ça chouette d'avoir ce genre d'initiative qui soit faite. Mais enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et alors, qu'est-ce que t'évoques Nantes? Qu'est-ce que m'évoque Nantes? Je trouve que c'est une ville qui est foisonnante. Il y a vraiment je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et vraiment au niveau culturel notamment. J'adore Nantes pour ça, pour toute la vie culturelle qu'il y a. Et j'adore en fait. Je crois que ce que j'aime le plus à Nantes, c'est le contraste en fait. Je dirais je trouve que c'est une ville dans laquelle tu vas avoir d'un côté le côté pardonnez-moi l'expression, un peu vieille France, catho, très tradi et tout ça. Et puis à côté, tu vas avoir les punks à chiens. Et puis tout ce petit monde cohabite relativement bien, en fait. Et je trouve que justement, moi je trouve que c'est une ville où il fait bon vivre. Personnellement, moi je m'y plais bien et je ne retournerai pas en arrière. Ça me va très bien. Rien ne te manque pas. Qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes? Qu'est-ce que j'aime faire à Nantes? Forcément, avec 3 enfants, on va pas mal dans les parcs et tout ça. Mais justement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'endroits pour aller se promener avec des petits qui sont très chouettes, que ce soit vers les machines, sur l'île, mais il y a aussi plein de parcs. Moi, je suis pas très loin de la Beaujoire. Il y a le parc floral, la Roseraie, qui est vraiment super beau sur les bords de l'Erdre, avec une collection de rosiers qui est juste magnifique. Donc, il y a vraiment plein d'endroits où pour un petit peu prendre le verre sans avoir besoin de partir trop loin, et c'est ça qui me plaît bien ici. Super. Et est-ce que tu as des bonnes adresses à nous partager?
Alors, ouais, dans les boutiques, les adresses, mes adresses coup de cœur. Alors, la première à laquelle je pense, c'est l'Atelier du Petit Parc. C'est une boutique déco, vintage, et c'est très drôle parce que c'est une boutique que je suivais et que j'aimais beaucoup avant même de venir à Nantes. En fait, j'ai découvert qu'ils étaient à Nantes quand je suis arrivée, donc c'était très drôle. Après, j'aime aussi beaucoup l'Inatelier. C'est une boutique une boutique de mobilier, de design français aussi. Okay. Artisanat français, qui se trouve à côté du muséum d'histoire naturelle, okay. Place de la Monnaie, je crois. Donc qui a vraiment une chouette sélection. Après, je trouve qu'il y a aussi plein de très bonnes adresses de restaurants à Nantes, et notamment une que j'aime beaucoup, c'est l'Aménité. Oui. Je trouve qu'il y a vraiment une cuisine qui est hyper inventive, pleine de saveurs, et puis qui se renouvelle régulièrement. Donc, ça fait vraiment partie de mes adresses coup de cœur à Nantes. Et après... pas la seule, parce que si je peux faire une petite parenthèse, Julie Flamingo me l'avait cité oui, aussi. Je suis déjà allée d'ailleurs avec Julie, donc non, c'est une adresse qui est vraiment très très sympa. Et après, pour le shopping aussi, j'aime bien la boutique Les Trésors Partagés, qui a une chouette, c'est une petite boutique dans le centre-ville, et il y a vraiment une chouette sélection de vêtements, de petites décos, de bijoux et tout ça, éthique, et voilà. Donc c'est une petite adresse sympa dans laquelle je vais de temps en temps. Super. Et est-ce que tu as une adresse où on peut acheter des plantes, des fleurs, outre ton adresse? Alors, c'est vrai que pour le coup, moi, des plantes, j'en vends pas beaucoup. Enfin, j'en peux en faire sur commande, mais c'est pas mon cœur d'activité. Dans le centre-ville, je pense que s'il y a bien une adresse à laquelle je pense, c'est Jane Jardinerie, qui est rue Mercœur, et qui est vraiment, c'est vraiment une jardinerie urbaine. Donc, elles ont une belle sélection de plantes, de matériel de jardinage et tout ça pour les urbains, on va dire. Donc, c'est assez sympa comme adresse. Super. Et écoute, merci beaucoup Marie. De rien. C'était très intéressant. J'étais ravie d'enregistrer avec toi. Et puis je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode avec Marie vous a plu. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour suivre l'actualité de Rayonnante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Rayonnante.